Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin au nom de la Fondation pour les générations futures pour notre sixième et dernier webinaire des ERA Awards. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une catégorie particulière puisque ce sont les thèses de doctorat. Et puis un autre prix qui est un tout nouveau prix qui concerne aussi les thèses de doctorat, mais qui s'intéresse à Bruxelles, Bruxelles pour les générations futures en particulier. Alors on a des prix donc, qui sont décernés grâce à nos partenaires. IBA soutient tous les ERA Awards et on voulait les remercier. On a aussi des partenaires spécifiques pour ces deux prix. Il y a le Fonds Philippe Rotier pour les générations futures et Innoviris. Donc, le Fonds Philippe Rotier soutient le prix pour les thèses de doctorat et Innoviris soutient en particulier les thèses de doctorat qui s'intéressent à Bruxelles. Alors, comme pour tous les autres travaux qui ont été présentés dans ces webinaires, évidemment, ici, les primés, les lauréats ont adopté une approche systémique du développement soutenable. On le sait, cette approche est chère à la génération future puisqu'elle est persuadée qu'en adoptant systématiquement une démarche de pensée et d'action à 360 degrés qui tiennent compte de critères socio-économiques, environnementaux et participatifs, on pourra transmettre un monde habitable aux générations futures. Alors avant de nous laisser imprégner, inspirer par les thèses de doctorat qui vont nous être présentées ce matin, quelques petites recommandations techniques. Donc on a demandé à tout le monde de bien vouloir laisser les micros et les caméras éteints. Et donc j'appellerai au fur et à mesure les personnes qui sont amenées à s'exprimer à les rallumer. Comme ça, voilà, on n'a pas trop d'interférences et de sons parasites qui viennent se mêler à nos discussions. Il y a quelques fonctionnalités importantes. Sur l'onglet participants, vous pouvez voir qui est en ligne avec nous ce matin. Il y a l'onglet discuter, c'est en bas de votre écran et on vous demandera évidemment de vous en servir pour poser toutes vos questions à l'issue des présentations des travaux. Vous avez également le petit onglet réaction, si vous voulez envoyer un petit pouce, un petit smiley, ce que vous voulez, c'est possible. Et alors pour l'affichage, on vous conseille de choisir l'affichage intervenant, histoire de ne pas avoir sur votre écran toutes des petites vignettes noires avec des noms qui s'affichent. Alors il y a parfois des petits soucis techniques de connexion et il y a comme pour chaque webinaire une assistante technique de la Fondation qui est là pour vous aider. Et c'est Colline Malo, vous la reconnaissez à FGF, assistante technique, suivie de son nom. Alors, on est ensemble pour environ 1 heure ce matin. Il y a 3 travaux qui vont être présentés. Et donc, après que chaque porteur de thèse ait fait sa présentation pendant 3 minutes, on donnera la parole à son promoteur ou à sa promotrice ou à l'un d'eux en tout cas. Et puis, je donnerai la parole à Natacha Zwinen, qui est la présidente du jury des 2 prix dont on parle ce matin. Je pense qu'au niveau des recommandations techniques, j'ai fait le tour de la question. Ah oui, évidemment, donc cet onglet conversé, donc je vous le disais, il sera très important pour poser vos questions. Et si même pendant les présentations, il y a déjà des questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Et donc, moi, je me chargerai pendant le question-réponse. On a 10 minutes après que la présidente du jury se soit exprimée. On a 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, voilà, profitez-en. C'est toujours une belle opportunité qui vous est offerte. On va commencer avec le prix qui a été décerné à Fanny Bourrave, lauréate de la catégorie ERA Doctoral Thesis Award. Bonjour, Fanny. Bonjour. Alors, tu es donc lauréate dans cette catégorie pour ta thèse de doctorat qui est intitulée, en tout cas si je traduis en français, Comment l'évaluation intégrée des services écosystémiques peut-elle aider à comprendre la transition agroécologique? Tu as défendu ta thèse en sciences agronomiques et ingénierie biologique à la faculté de Jean Blou Agrobiotech de Liège. C'était en décembre 2018 et tu y es actuellement post-doctorante chargée de recherche FNRS. Tu as eu 2 promoteurs de thèse. Il y a Marc Dufresne, qui est professeur d'écologie à Jean Blou Agrobiotech de Liège, et Nicolas Dendoncker, qui est présent ce matin et qui est professeur de géographie à l'UNAMUR. Fanny, est-ce que tout est bien pour toi? Tout est bien, oui. Parfait. Alors, je m'efface et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci, bonjour à tous. Alors moi, ma recherche, elle s'ancre dans une histoire d'un collectif d'agriculteurs qui cherchent en fait à changer ses pratiques agricoles vers plus d'agroécologie, de manière à retrouver plus d'autonomie et de résilience. Malheureusement, ces agriculteurs en transition agroécologique, mais aussi nous, chercheurs, on manque d'outils pour évaluer, pour effectuer un diagnostic de la multiperformance de cette transition agroécologique pour, à la suite, aiguiller les choix futurs. Pourtant, il existe un concept, le concept des services écosystémiques, qui reprend l'ensemble des services que rend la nature à l'humain, comme par exemple la production de nourriture
ou la fourniture d'un cadre de vie agréable, par exemple. Et ces services peuvent être évalués à la fois par une évaluation environnementale et sociale et ainsi fournir un outil d'aide à la décision. Pourtant, cet outil a assez peu, voire pas été utilisé dans le contexte particulier de la transition agroécologique. Et c'est donc là tout l'objectif de ma thèse, appliquer cet outil d'évaluation des services écosystémiques à ces fermes du réseau en transition agroécologique, mais aussi à des fermes en conventionnel de manière à avoir un point de comparaison, et puis d'en déduire les performances dès lors environnementales et sociales, mais aussi de réfléchir sur le processus de la mise en place de cet outil et sur sa pertinence dans le cadre d'un diagnostic de multiperformance. Alors, qu'a montré l'application donc, de cet outil à nos fermes? D'abord, l'évaluation environnementale qui s'est effectuée donc, par des mesures de terrain dans les fermes, donc, à la fois en transition agroécologique et en conventionnel, a montré qu'effectivement, la transition agroécologique permettait de restaurer, par exemple, le service écosystémique de régulation des érosions, parce qu'il y avait une meilleure stabilité structurale du sol. L'agroécologie peut aussi restaurer le service de la fertilité, des cycles de fertilité naturelle du sol, parce qu'on y trouve une activité accrue des micro-organismes. Et encore, l'agroécologie, d'après nos mesures, ont montré que cela permettait de restaurer le service de régulation naturelle des ravageurs. Par contre, le service de production de nourriture restait un petit peu en retrait pour cet exemple ici, en transition agroécologique. Ça, c'est pour l'évaluation environnementale. Maintenant, l'évaluation sociale, qui a inclus à la fois les agriculteurs agroécologiques, les agriculteurs conventionnels, mais également les habitants de cette région qui voient leur paysage qui petit à petit change, se fait modifier par cette transition agroécologique et qui sont directement impactés par ce changement ou ce non-changement. Alors, quelles sont les attentes et les perceptions de ces acteurs? La recherche a montré que ces acteurs sont très conscients des changements qui les entourent sur leur paysage. Pour eux, ces changements sont très appréciés car la transition agroécologique, d'après leur perception, permet effectivement de restaurer un ensemble de services écosystémiques. Donc, ces acteurs sont conscients de la restauration des services écosystémiques en cas de transition agroécologique. Et pour eux, la production de nourriture n'est pas impactée par un cas de transition agroécologique. Donc ça, c'est pour l'application de l'outil. Et donc, dans un second temps, j'ai aussi effectué un peu une évaluation réflexive moi-même sur le processus de mise en place de cet outil. J'en ai tiré des leçons que j'ai formulées sous forme de recommandations pour la recherche participative, ainsi que des perspectives pour les futures recherches d'évaluation multicritères appliquées au système de transition agroécologique. Voilà pour mon travail de recherche. Merci beaucoup. Merci Fanny. On se retrouvera évidemment dans quelques minutes pour le question-réponse. Donc n'hésitez pas déjà à poser les questions que vous voulez poser à Fanny via le fil de la discussion. Et je vais accueillir tout de suite Nicolas Dendoncker, qui est donc l'un de tes promoteurs de thèse. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour, merci beaucoup. Plaisir pour moi d'être là. Magnifique. Alors, j'ai une question pour vous, bien évidemment, en regard de ce travail. Comment est-ce que la thèse de Fanny participe à construire un monde soutenable? Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour répondre à la question, malheureusement, parce qu'on pourrait y répondre très longuement, mais je vais insister sur les choses que je pense essentielles. Je pense d'abord que créer des systèmes agroalimentaires durables, c'est un des défis les plus urgents aujourd'hui. Et un des moyens pour y arriver, c'est justement la généralisation des pratiques agroécologiques. Cependant, comme l'a dit en tout cas de manière implicite Fanny, ces pratiques manquent encore de légitimité. Et Fanny est en fait une des premières à démontrer l'utilité de ces pratiques pour les agriculteurs et pour la société en général par le prisme des services écosystémiques. Et ce faisant, elle participe directement à la promotion de la transition agroécologique pour un monde soutenable. Ensuite, et c'est sans doute encore plus remarquable, la thèse de Fanny est une preuve qu'il est tout à fait non seulement possible, mais aussi, intéressant de réaliser une thèse qui est non seulement systémique, mais aussi transdisciplinaire, c'est-à-dire une recherche dont les objectifs sont co-construits avec des acteurs de terrain, et en l'occurrence ici un collectif d'agriculteurs, et qui a fortiori répond à un enjeu partagé par la doctorante et ces mêmes acteurs de terrain. Donc, c'est une recherche qui est à la fois utile pour la recherche, mais aussi pour la société dans son ensemble. Malheureusement, il faut savoir qu'aujourd'hui, les financements pour ce type de recherche sont extrêmement rares
Et personnellement, j'espère que la thèse de Fanny va contribuer à la prise de conscience par la communauté scientifique d'une part, mais aussi par les bailleurs de fonds, que la transdisciplinarité est aujourd'hui vraiment essentielle et possible. Voilà. Merci, merci beaucoup à vous. Je vais accueillir à présent la présidente du jury donc pour ces thèses de doctorat, c'est Natacha Zuinen. Natacha, voilà, vous êtes là. Je vous présente en quelques mots. Vous êtes la coordinatrice de la direction du développement durable au sein du service public de Wallonie. Vous êtes également membre du comité d'orientation de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, membre du conseil d'administration de Shift et membre du conseil d'administration de la Société wallonne d'économie sociale marchande. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Ma chère Natacha, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans le travail de Fanny, qui, on le rappelle, est lauréate de ce prix? Oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien, parce que dans les tests de tout à l'heure, ma voix, il y avait un problème de micro, j'espère que... On se concentre. Je parle fort. Alors, tout d'abord, voilà, le jury tient à féliciter Fanny Bourrave pour le travail réalisé. Alors, on voudrait épingler plusieurs éléments. Tout d'abord, elle adresse un enjeu majeur de société. Ça a été dit, les enjeux agroalimentaires aujourd'hui sont absolument cruciaux. Donc, c'est important de le mettre en lumière. Elle a par ailleurs exploré un outil innovant qui est l'évaluation intégrée des services écosystémiques, qui permet, comme cela a déjà été dit, d'aborder les différentes valeurs qu'apporte l'agroalimentaire à la société, et pas uniquement des valeurs économiques, mais aussi les valeurs sociales et environnementales. Et puis, par ailleurs, elle a fait une démarche très participative en allant rencontrer les acteurs de terrain, agriculteurs, mais aussi habitants, pour mieux percevoir les différents bénéfices de cette transition. Et en ça, la méthodologie de recherche se veut vraiment interdisciplinaire et transdisciplinaire et a été très appréciée par le jury. Magnifique, merci à vous Natacha Zuinen. On vous retrouvera évidemment pour les deux autres travaux qui sont évoqués ce matin. Alors n'hésitez pas à poser vos questions évidemment dans le fil de la discussion, parce que c'est maintenant qu'on a 10 minutes à consacrer à vos questions pour Fanny. Alors Fanny, peut-être en quelques mots, quelle est la suite que tu donnes actuellement? On sait que tu es postdoctorante. Quelle est la suite que tu donnes actuellement à ce travail, puisqu'on l'imagine, tu continues à travailler dans le même domaine? Voilà, donc j'étudie toujours des systèmes en transition agroécologique. J'ai élargi un peu le prisme des pratiques que ces agriculteurs appliquent. Par contre, j'ai restreint le prisme des services écosystémiques pour aller un peu plus en détail dans la compréhension entre les interactions. Ici, je me concentre sur le service de régulation des ravageurs. Donc voilà, comment est-ce que les pratiques restaurent la biodiversité fonctionnelle pour que ces ravageurs soient régulés de manière naturelle. Je me concentre sur ça, voilà, principalement pour le moment. Voilà. Ok. Et là, est-ce que cette thèse a déjà eu des échos? Est-ce que tu as pu rencontrer des acteurs peut-être qui sont plus dans le domaine de la décision? Parce qu'on l'entend, il y a des agriculteurs convaincus, une population qui l'est aussi. Donc, qu'est-ce qui coince finalement pour qu'on étende cette agroécologie? Je pense que les agriculteurs ne savent pas toujours comment faire. Je pense qu'il y a voilà, et donc ils sont toujours très intéressés par cette recherche, parce que voilà, toute cette recherche s'effectue toujours dans des fermes vraiment commerciales, pas dans des fermes ici expérimentales. Et donc, même si aujourd'hui je suis moins systémique en termes de largeur de services abordés, je travaille toujours avec eux dans le sens où je communique mes résultats, mes objectifs, etc. Et ils sont vraiment très, très intéressés justement pour avoir des preuves qu'effectivement, que ça marche, et pour savoir en fait finalement mais quelle pratique exactement fonctionne, parce que voilà, eux ils disent c'est ce que j'ai appris de mon père, ou bien ce que j'ai appris à l'école d'agriculteur, ce n'est pas ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui, et donc ils sont un peu démunis, ils sont vraiment démunis, et d'où l'intérêt d'avoir un peu des outils qui diagnostiquent la multitude des impacts d'un changement, de manière à orienter le chemin vers plus d'agroécologie. Alors, une question d'Alice Bardieu qui nous dit concrètement comment se passe le passage d'informations, la transmission justement des résultats aux agriculteurs? Alors, dans le cas précis de ma thèse, on se rencontrait
On a fait plusieurs, ce qu'on appelle focus group, c'est un joli mot pour simplement dire qu'on s'est mis ensemble autour de la table. Et donc, comme l'a dit Nicolas, je n'ai pas eu le temps de le dire dans ma petite présentation, mais c'est vrai que ce qui est important dans une ambition de transmission, c'est de se rencontrer dès le début de la recherche, pas d'arriver en fin de recherche pour balancer un peu nos résultats scientifiques. Et donc, dès le début, on s'est rencontrés avant même que j'ai commencé à choisir quel service écosystémique j'allais mesurer. Et alors, on a décidé ensemble, justement, quels sont les services qui sont importants pour eux, qui soient restaurés de manière à retrouver cette autonomie et cette résilience. Et donc, ce sont sur ces services-là qu'on a choisi ensemble que je me suis principalement concentrée pour la suite du travail. Et donc, voilà, c'est de faire des allers-retours, mais d'aussi commencer ce dialogue dès le début qui est important. J'avais coupé, je reviens. Voilà. Merci Fanny. N'hésitez pas encore à poser vos questions et le temps qu'elles arrivent peut-être. Je voulais avoir ton impression sur ta participation justement à ce prix au ERA Awards. Qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, je pense que Nicolas Donker, mon promoteur, l'a mentionné. Aujourd'hui, la structure de la recherche, les systèmes d'évaluation, les systèmes de financement de la recherche sont encore forts, favorisent encore fort les recherches disciplinaires. Et donc, ce n'est pas toujours facile d'évoluer avec des approches comme ceci. Même pour finir une thèse où on nous demande d'avoir absolument 2 publications en premier auteur. Donc, c'est des indicateurs de performance tout à fait individuels et qui ne valorisent pas le travail collectif ou multidisciplinaire. Et donc, je pense qu'avoir un prix comme ça, qui met en avant pourquoi c'est important d'avoir des approches 360 degrés et qui met en avant des recherches qui ont abouti avec cette approche, parce que beaucoup de gens pensent qu'en fait, c'est pas possible, et ben, c'est là tout le sens de ce prix, je pense. Et donc, ça donne une légitimité non seulement à mon approche, mais de manière plus générale aux approches 360 degrés dans ce monde de la recherche qui reste encore un peu fort cloisonné aujourd'hui. Ah, voilà. Et ça t'a permis de faire des rencontres aussi peut-être? Oui, bien sûr, avec les autres participants. Et puis voilà, de bouche à oreille du fait que j'ai eu ce prix. Voilà, on me félicite, les collègues, voilà, ça a stimulé pas mal de discussions. Voilà. C'est très, très chouette. Et ça fait parler de ton travail. Alors, les questions n'affluent plus. Ah voilà, si. Marjane qui nous dit, quels ont été de ton expérience les principaux avantages, la plus-value et les difficultés de ce type de recherche co-construit avec le terrain? Alors, les avantages, je pense que ici, dans mon cas, ça a été de vraiment pouvoir fournir une recherche qui était en cohérence, en pertinence avec le cas d'études que j'étudiais. Donc, moi, je m'ancrais dans un collectif d'acteurs qui sont vraiment actifs dans une région particulière, l'ouest du Hainaut, en Belgique. Il fallait que ma recherche s'adapte aux particularités de ce lieu. Et donc, en appliquant simplement un outil théorique, j'aurais pu avoir des indicateurs qui, en fait, n'étaient pas pertinents pour cette zone. Donc, ça m'a permis de faire des choix méthodologiques bien adaptés à ma zone d'études. Ça, c'est les avantages. Et les difficultés, voilà, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le système d'évaluation de la recherche n'est pas adapté à ce type d'approche. Ce sont des approches qui prennent du temps, qui sont un peu plus lentes, puisque ça demande des allers-retours avec les acteurs de terrain. Et ces interactions avec les acteurs de terrain ne sont pas valorisables pour la thèse. On nous demande de nouveau d'avoir seulement 2 publications en premier auteur. Et donc, on est parfois pris un peu... on est un peu coincé parfois entre le besoin de terminer nos objectifs de thèse et voilà, cet autre besoin de faire des allers-retours avec ces acteurs, de remodifier parfois nos objectifs de thèse si les acteurs nous font un retour comme quoi la question de recherche est mal formulée, etc. Voilà, il faut prendre le temps de le faire et d'un autre côté, les deadlines sont là, les indicateurs de réussite sont là aussi. Donc, ça, c'est la grande difficulté. Oui. Alors Benoît nous dit merci et super bravo pour cette double première, comme le disaient Nicolas Dundonker et Natacha Zwinen. Alors comment aller encore plus loin sur la question posée par Nicolas et Fanny sur la question de la reconnaissance du financement, la reconnaissance et le financement de la recherche? Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. C'est pour la question du financement et donc comment aller plus loin sur cette question de la reconnaissance et du financement de la recherche. J'imagine quand on travaille dans l'interdisciplinaire. Et je pense qu'il faut faire parler de ces recherches, donc ça c'est le rôle aussi qu'a joué ce prix, pour que voilà, ces bailleurs de fonds qui sont à la fois gouvernementaux, internationaux et autres, se rendent compte. Et ça commence, hein, maintenant les appels petit à petit demandent des approches multi-acteurs, etc. Donc ça commence, mais je pense qu'en montrant justement, en continuant de montrer que ces recherches existent et sont nécessaires pour adresser des problèmes complexes tels qu'est la transition agroécologique. Voilà.
les consciences vont petit à petit se modifier et je pense que les appels à projets vont aussi s'adapter, on peut espérer. Ouais, on va prendre une dernière question d'Alice qui nous dit, est-ce que les résultats auxquels tu as abouti pourraient être transférables à un niveau plus individuel, au niveau de particuliers dans leur jardin, par exemple, ou au niveau gestion d'espaces verts communaux, etc. Et alors, le type de pratique qui est appliqué par les fermes que j'ai étudiées sont quand même très spécifiques à la grande culture, etc., que c'est un contexte très différent d'un potager, de jardin ou d'un parc. Maintenant, le principe général de l'agroécologie, qui est de diversifier les pratiques pour restaurer une biodiversité qui rend des services, euh, on montre que ça, ici la thèse montre qu'effectivement ça marche en grande culture, alors oui, ça doit pouvoir marcher en permaculture à plus petite échelle, etc. Et donc la logique, les principes généraux de l'agroécologie sont applicables à différents contextes et différentes échelles. Ça oui. Merci beaucoup Fanny et bravo pour ce magnifique travail. Et je précise que tu seras l'invitée de Fabienne Van de Merge dans Les Éclaireurs sur la première, donc c'est à la RTBF. C'est ce samedi 7 mai à 17h avec aussi Pierre Walkirs qui est lauréat du ERA Award en droit soutenable. Merci aussi à Nicolas Dendoncker. Et Fanny, on se retrouve mardi, j'imagine, pour notre cérémonie à l'UNAMUR. Merci beaucoup et bravo. Merci à tous. On va poursuivre avec Philippe Stessen qui est avec nous aussi. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, tu as été nominé pour ta thèse de doctorat qu'on peut traduire comme ceci, vers une approche écologique pour un urbanisme durable, le cas de la région de Bruxelles-Capitale. Tu as défendu ta thèse en art de bâtir et urbanisme à l'EPB, l'école polytechnique de Bruxelles de l'ULB, et à la faculté des sciences et de sciences de bio-ingénierie de la VUB en juin 2019. Et tu es actuellement chercheur post-doctorant à l'ULB. Tu as eu 3 promoteurs pour cette thèse. Ahmed Khan, qui sera avec nous tout à l'heure, qui est professeur et titulaire de la chaire Sustainable Architecture and Urbanism Lab au département bâtir de l'EPB de l'ULB. Frank Canters, qui est professeur, président du Cartography and GIS Research Group au département de géographie de la VUB. Et enfin, Mareike Huysmans, qui est professeur en hydrologie souterraine au département d'hydrologie et d'ingénierie hydraulique à la VUB. Et que de monde! Donc, on retrouvera Ahmed Khan dans quelques instants. Et Philippe, si c'est bon pour toi, alors on te laisse présenter ton travail. L'image est figée de mon côté. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien Philippe. Est-ce que tu peux me parler? Ah voilà, ça revient. Voilà, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, ça revient. Super, parfait. À tout de suite. Alors, en fait, je suis néerlandophone, mais je vais faire mon mieux pour parler en français et je vais partager mon écran pour vous montrer mon poster. Donc, je vais commencer avec une question. Vous aimez vous promener dans la nature? C'est probablement parce que cela vous détend. C'est un endroit agréable pour être avec des amis, où vous pouvez respirer, vous vous sentez connecté et enraciné. Il y a de l'air refroidissant en été pour vous rafraîchir, etc. Ce sont des exemples de ce que nous appelons les services écosystémiques. Ce sont les bienfaits que nous tirons de la nature. Je me suis concentré sur 2 d'entre eux. D'une part, l'expérience personnelle influencée par les services écosystémiques culturels. D'autre part, l'environnement sûr et sain influencé par la régulation des services écosystémiques. La région de Bruxelles-Capitale est confrontée à une forte croissance démographique annoncée et aux effets du changement climatique. Ma question est la suivante. Comment pouvons-nous améliorer l'urbanisme pour rendre la ville future-proof? J'ai utilisé 2 méthodes participatives. L'analyse de données centrée sur le citoyen et la recherche participative par conception. Les 2 étaient prises en charge par un environnement SIG. Il s'agit d'un logiciel où les données et la cartographie sont combinées pour la recherche spatiale. Pour ma base de données, j'ai interviewé plus de 400 personnes. Ça m'a
cela m'a permis de construire un modèle informatique avec les spécifications suivantes. Il peut analyser l'accessibilité aux espaces verts publics pour l'ensemble de la région et il simule notre expérience de la qualité des espaces verts publics. Le modèle est interactif. Nous pouvons donc faire une simulation d'idées qui peuvent améliorer l'environnement urbain. Ensuite, nous avons conçu des solutions possibles en collaboration avec diverses prenantes. Les résultats étaient doubles. Nous avons mis en évidence une inégalité spatiale dans l'accessibilité des espaces verts. Cette inégalité n'est pas seulement spatiale, mais aussi sociale et se traduit donc par une injustice environnementale. La faible qualité des espaces verts dans les quartiers la faible qualité des espaces verts dans les quartiers à faible accessibilité aggrave cet effet. La bonne nouvelle est qu'il est possible de résoudre ce problème par conception, mais la mauvaise nouvelle est que les solutions sont relativement plus chères dans les zones pauvres. Le deuxième résultat est le suivant. Cela peut être ou peut sembler contre-intuitif, mais nous pouvons mobiliser la croissance démographique prévue pour la ville. On peut mobiliser la croissance démographique prévue pour rendre la ville plus résiliente. L'introduction de services écosystémiques dans le nouveau développement, les lotissements existants et la modernisation des infrastructures publiques peut entraîner des surfaces imperméables supplémentaires et plus d'espace vert en général, améliorant ainsi la gestion de l'eau et le contrôle climatique de la ville. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Philippe. On se retrouve dans quelques minutes pour le question-réponse. Vous pouvez déjà poser évidemment vos questions à Philippe dans le fil de la discussion. Tout de suite, je vais accueillir l'un de tes promoteurs, c'est Ahmed Kal. Good morning. Good morning. Okay, great. So you're one of the supervisors of this thesis. How does Philippe's work advance thinking or practice in his area of research? Well, one of the main scientific questions for us is how to link ecosystem services to sustainable urban planning in an evidence-based and scientific way. And as Philip showed in his presentation, that he links these ecosystem services to sustainable urban planning through mainly two aspects. One is the accessibility and the other is the quality of these ecosystem services and the benefits they provide, ranging from climatic adaptation to social, cultural benefits and so on. So I think in terms of scientific relevance, he sets up, to our knowledge, one of the first scientific model to link these ecosystem services to sustainable urban planning. And what is also important is that he brings in a perspective from the users as well, because at the beginning of his PhD research, we launched a massive survey about the perception of ecosystem services by users in Brussels Capital Region. And so what is very interesting is that it links both the scientific evidence together with the user's perspective
into linking ecosystem services provision for more sustainable urban development. So I think that is maybe, in my opinion, one of the major contributions, scientific contribution that Philippe provides. Thank you very much. Je vais accueillir à présent Natacha Zuinen, la présidente de notre jury. Alors Natacha, qu'est-ce que le jury a aussi apprécié, a bien apprécié dans le mémoire, pardon, excusez-moi, on a présenté trop de mémoire ces jours-ci, dans le travail de thèse de Philippe? Alors, le jury tient aussi à féliciter Philippe Stessens pour sa thèse. Il a particulièrement été séduit par l'éclairage intéressant et essentiel qui est apporté par cette thèse dans le cadre de l'urbanisation grandissante de la région de Bruxelles-Capitale à l'aune des questions de changement climatique et des questions démographiques. Donc, avoir relié ces trois questions dans le cadre de cette thèse paraissait particulièrement essentiel pour l'avenir dans la gestion de l'aménagement des villes. Le jury tient aussi à signaler qu'il y a un état des lieux et une évaluation quantitative et qualitative des espaces verts existants à Bruxelles et des propositions de stratégies à mettre en place qui ont été, qui sont importantes en termes de prospective aussi pour gérer ces flux grandissants au sein des villes. Et par ailleurs, le jury tient aussi à signaler qu'il a apprécié l'ouverture des questions posées. Philippe Stessens s'est intéressé aussi aux impacts sur la santé mentale, sur les inégalités, sur les questions de sécurité en ville. Donc ça faisait vraiment aussi une thèse qui se veut systémique, globale dans sa construction, et qui relie aussi différents outils, comme ça a été dit à l'instant, entre la question des services écosystémiques et puis les approches plus géographiques. Donc, il y a une belle approche transdisciplinaire dans la thèse effectuée par Philippe Stessens. Merci beaucoup. Philippe, est-ce que tu travailles actuellement à la suite de ce travail de thèse? À quoi t'intéresses-tu à l'heure actuelle? Oui, donc maintenant on travaille sur un projet qui s'appelle CoNature et c'est une abréviation de Co-Producing Scenarios for Nature-Based Urban Generation. Donc c'est un projet avec moi comme postdoc et une PhD, et aussi avec Ahmed Khan et Frank Campos. Et je vais continuer en anglais. So what's interesting about this is that we have created a living lab to have more interaction with the citizens, but all various kinds of stakeholders. And so we do two parallel streams of research. I'm focusing on nature-based solutions and making a catalog and suitability mapping. And my colleague Amy is working on the perception of green spaces and the preferences towards nature-based solutions. And so together we join our forces in the living labs where we create scenarios for nature-based solutions in Brussels, but also new policies that we can apply in the city. Mm-hmm. So are you working with public services? So we have two parrains. One is Brussels Bouwmeester, and the other is Bruxelles Environnement. So we work in close collaboration, and we are founded by Anticipate by Innoviris. Okay, so do you think you will apply this project soon? How is it going now? Well, we finish by the end of the year. And the idea is that our recommendations, our policy recommendations, will hopefully be smoothly taken up by our parents in the first place, but also by different actors in the Brussels region. Okay, right. So there is a question for you, Philippe. So I'm reading it in French, so tell me if it's okay for you. Merci beaucoup pour cette présentation. Par curiosité, comment as-tu évalué la qualité des espaces verts
public? Quels sont les critères que tu as pris en compte? Si j'ai bien compris, la perception de ces espaces par les usagers a par exemple fait partie de ton analyse. Oui, pour ça, je peux partager mon écran. Pour une petite vue sur ma présentation des thèses. Un instant. Donc, pour la qualité des espaces verts, we did many interviews with Brussels citizens that visit green spaces, but we also did a literature study to identify the different aspects of quality, which were naturalness and biodiversity, quietness, spaciousness, historical and cultural value, cleanliness and maintenance, facilities, and feeling of safety. And by the input from the interviews, which were done also with geospatial information, we were able to make a weighing, or how do you say, to determine the factors of how much importance these different sub-qualities have. And after this, we were able to also connect spatial data to predict the different qualities of the green spaces in this model. So, for example, what you can see here is that maintenance and facilities are very important. Historical and cultural value doesn't play such a big role in the perception of the quality of green spaces. We can separate these two into inherent qualities that are inherent to the green space, and then use-related qualities. And these have more or less the same weight, and together form the overall quality of the green space. Okay, so what were the differences in those criteria in poorer area and the richer one in Brussels? We didn't analyze the specific sub-qualities in different areas, but we analyzed the overall quality. And let me see if I have an example of this. Yes, we did analyze them separately too. What you can see is that mostly quietness has a spatial distribution where the quietness is bad around the big mobility axis, which is quite evident. Naturalness and biodiversity is of course better in large open spaces in the periphery. Spaciousness is because of the layout of the green spaces. In the city center, there are less large green spaces. And so the inherent quality as green space quality is overall a bit lower in the center and a bit better in the periphery, which has the consequence that if you combine it together with the accessibility, you have a stronger problem in the city center. Of course. So I think we got other questions for you. Marianne nous dit très grand merci Philippe pour ce travail très intéressant. Peux-tu préciser le lien positif que tu mentionnais entre la croissance démographique et les mesures à mettre en place? Yes. So what I did is I analyzed two possible scenarios for Brussels. One is the business as usual development, and the other is, let's say, a sustainable way of development. The business as usual just builds up open space in Brussels according to the current building laws. The sustainable version introduces creative ideas, for example,
to add certain levels to an existing building block with a green roof on top, which would provide more space, but also more, let's say, I wouldn't say exactly green space, but green surface for better water management, cooling, and biodiversity. I don't think I can go into detail with this explanation, but let me see if I have an overview image here. Okay, I will share it. So this is the spatial representation of the added surfaces that reduce the runoff of rainwater. And what you can see is these green, also literally in the graphic, these green surfaces are spatially very close to the black dots, which are the locations where you have a problem with flooding. So there is, in this sustainable scenario, already an interesting spatial correlation between the problem and the solution. Okay. I hope that clarifies a bit the yes, question. of course. And the last question, passionnant premier résultat, belle perspective, bravo Philippe. Penses-tu que tes méthodes de recherche sont généralisables à d'autres univers urbanistiques que Bruxelles, à l'international? Est-ce que d'autres recherches similaires sont menées à l'étranger? Well, I hope for sure that this methodology will be taken up for other spaces. Definitely, I would like to also develop this as a service for cities, that this analysis can be done for other locations. And the second question was, is it already taken up in other research? I am in contact with a master student that is doing this for Luxembourg. And so there is a bit of, how do you say, adoption of the methodology so far. Great, thank you Philippe, merci beaucoup. Et je lis encore un message qui est arrivé. Félicitations pour ces exposés qui valorisent et encouragent les cercles vertueux. J'espère que ces présentations pourront circuler dans le grand public auprès des décideurs, mais aussi des enseignants pour stimuler ce type de recherche et des acteurs du terrain qui sont parfois très désemparés. Là, elle revient sur les agriculteurs, il ou elle, pardon, je ne sais pas très bien, sur les agriculteurs en particulier. Favoriser ces modèles novateurs est urgent et nécessaire. Merci et bravo. Merci à vous pour ce message. Merci beaucoup, Philippe. Merci, bravo. Et merci à Ahmed Khan qui était avec nous aujourd'hui également. On va s'intéresser au troisième travail et on va arriver sur ce nouveau prix. Ce prix, ah voilà, c'était Marie-Clotilde, voilà, donc c'était bien elle, excusez-moi. Je ne savais pas ce que représentaient ces initiales. On va passer à ce prix spécial pour Bruxelles et on va accueillir à présent, je ne trouve plus ma petite feuille, j'en ai trop sur mon bureau, excusez-moi. Elle ne s'est pas imprimée. Ah oui, c'est Catalina Dobré. Bonjour, Catalina. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'ai retrouvé ma page, pardon, j'ai tout mélangé ce matin. Alors, Catalina, tu as été nominée dans la catégorie des doctorats à laquelle on vient d'assister et tu es aussi la lauréate pour ce tout nouveau prix spécial pour Bruxelles, Bruxelles pour les générations futures, pour ta thèse de doctorat que je peux traduire comme ceci: régime de gestion des eaux pluviales en région de Bruxelles-Capitale en transition vers une ville sensible à l'eau. Alors, tu as défendu ta thèse doctorale en art de bâtir et urbanisme à la faculté d'architecture Lacambre-Horta de l'ULB, c'était en décembre 2019, et tu y es actuellement chercheuse post-doctorante. Ta promotrice est Louisa Moreto, professeure à la faculté d'architecture Lacambre-Horta. On la retrouvera dans quelques instants. Si tu es prête, Catalina, alors on t'écoute pendant 3 minutes. C'est à toi.
Merci beaucoup. Je commencerai par une simple question, souvent mal connue. Est-ce que vous savez le chemin que l'eau de pluie prend après avoir tombé sur votre toit? Très souvent, en ville, comme à Bruxelles, elle va dans les égouts avec l'eau usée pour être traitée dans les stations d'épuration et après rejetée dans les rivières. Pendant un orage, elle n'a plus de place et ressort dans les rues et les caves, créant des inondations. Ces débordements récurrents sont aussi une source importante de pollution des rivières. Mais si on pense l'eau de pluie comme une ressource plutôt comme un déchet, on pourrait la capter et utiliser pour l'arrosage des jardins, pour l'infiltrer, alimenter la nappe phréatique ou alimenter un étang de quartier. Nous allons ainsi soutenir une transition écologique du régime conventionnel de gestion de l'eau de pluie vers une ville sensible à l'eau. Ma thèse a en fait investigué comment et qui peut soutenir cette transition pour que ces pratiques qu'on appelle maintenant alternatives peuvent devenir vraiment courantes ou habituelles. Pour faire ça, j'ai entrepris de manière active 3 initiatives pour soutenir la mise en place des pratiques alternatives dans la région de Bruxelles-Capitale, dans la vallée du Molenbeek, dans la commune du Forêt, et une alternative à plus petite échelle appelée Ilodo. Ce que j'ai observé parmi d'autres, c'est vraiment il y a un besoin d'accélérer ces transitions et cela nécessite vraiment une vision systémique. C'est cet axe simple de garder l'eau du pluie en surface et pas la mettre dans les égouts demande beaucoup de changements. En premier temps, il apporte vraiment une transformation de l'espace bâti, déclenchant des tensions avec les autres activités urbaines. Très souvent, ça se passe avec la mobilité et comment on peut combiner des espaces de passage, de parking avec un jardin de pluie. Les aménagements ici deviennent très clés. En deuxième temps, il demande l'intégration des différentes parties prenantes, y compris des habitants, dans des projets d'aménagement. Cette intégration est connue, peut être assez conflictuelle et prendre beaucoup de temps de la mettre en place. Et dans ma thèse, j'illustre des méthodes participatives pour donner la place à plusieurs fois. Ensuite, il faut assurer le partage des responsabilités entre les différents acteurs issus de l'aménagement du territoire, gestion de l'eau et société civile. C'est ici que la grille d'analyse de la ville sensible à l'eau que je propose illustre comment des services publics sont concernés, comme les travaux publics, mais aussi le service population ou le service jeunesse. En final, il faut aussi trouver des montages économiques innovants pour inciter la mise en place de ces pratiques aussi dans les espaces privés, dans les parcelles vraiment des habitants. Des recommandations sont faites dans ce sens aussi dans ma thèse. Et ce que je voudrais souligner à la fin, c'est que sont souvent les acteurs, les espaces et les flux d'eau marginalisés, comme les eaux de pluie, les habitants ou les trottoirs, qui sont vraiment une ressource pour soutenir ces transitions et donc il ne faut pas les oublier. Ce sont les alternatives issues de la collaboration entre les différents acteurs, y compris les habitants, qui peuvent initier et soutenir une transition écologique et aussi soutenable vers ce que j'appelle et aussi les Australiens appellent la ville sensible à l'eau. Mon travail se poursuit aujourd'hui aussi dans le cadre d'autres projets de développement expérimental et dans mon travail pratique dans le milieu associatif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Catalina. Dans quelques minutes, on passera aux questions-réponses. Donc, vous pouvez déjà poser vos questions à Catalina dans le fil de la discussion. Et je vais donner la parole à ta promotrice de thèse qui, je pense, nous a rejoint, Louisa Moretto. Est-ce que vous êtes avec nous? Formidable. Oui. Ah, oui, voilà. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Désolée, je n'allume pas la caméra, je suis au Sénégal, en fait. Ah oui. Avec une connexion locale qui n'est pas toujours très bonne. Donc, j'espère que vous allez m'entendre et voilà, je préfère focaliser sur le son que sur la vidéo. Oui, on vous entend très, très bien. Tant mieux. Bien, ben merci à tous. Merci pour cette excellente initiative. Merci à Catalina pour sa présentation et sa thèse. Très brièvement, je trouve que la thèse de Catalina est vraiment une thèse phare dans ce secteur pour beaucoup de raisons, mais j'en avance 3 ici en particulier. Donc, d'abord sur la question de la participation, mais en particulier, je dirais de la participation structurée. On parle beaucoup aujourd'hui de participation, en fait, de l'importance de la communication, de la co-création, coproduction. Mais après, quand on est face, en fait, à tout ça, on se trouve souvent désemparé un peu au niveau des outils, au niveau de la manière
de la faire, cette participation, et surtout de la rendre efficace. Et donc, dans la thèse de Catalina et dans les articles scientifiques qui en découlent et qui ont formé aussi une partie de sa thèse, ce qui est mis en avant, c'est vraiment des méthodes et des processus très concrets, très pratiques et je dirais efficaces dans le cadre de cette recherche pour vraiment commencer à avancer en fait dans la recherche sur ces questions. Le deuxième point est se réfère aux alternatives techniques en fait, pour la gestion des eaux de pluie. Et de nouveau, voilà, on en parle beaucoup de comment, en fait, il faudrait bouger, il faudrait se déplacer d'un modèle plus conventionnel sur ces gestions, comment abandonner cette approche d'une gestion ou d'une non-gestion, en fait, combinée des eaux usées et de l'assainissement. Mais donc, quoi faire? Et alors, dans la thèse de Catalina, de nouveau, des alternatives techniques sont mises en avant, des alternatives qui sont déjà utilisées parfois par les habitants, parfois pas, sur lesquelles il y a eu débat, discussion. Et donc, je pense que dans ce sens-là, de nouveau, ça représente vraiment une avancée pour cibler de manière plus efficace cette question. Et ces deux aspects m'amènent à mon dernier point, qui est celui, en fait, de comment traduire tout ça dans quelque chose de concret. Catalina l'a déjà mentionné, donc elle est un peu le moteur de deux projets qui ont été vraiment novateurs pour Bruxelles, sont ces deux projets Brusso et Brusso Bis, financés par Innoveris, et où on essaie de traduire en fait toutes ces questions de manière très pratique et très concrète pour avoir un impact réel sur le terrain, et en particulier avec ce deuxième projet qui est dans le cadre d'un financement de plateforme expérimentale, et où vraiment on essaie pas seulement d'opérationnaliser en fait ces résultats de recherche, mais vraiment de les élargir le plus possible au territoire bruxellois. Et donc une thèse qui a des avancées théoriques, des originalités qui n'ont aucun doute en fait, mais aussi un grand potentiel en fait pour l'amélioration de la gestion des eaux usées et du pluie à Bruxelles. Merci beaucoup. Magnifique. Ben, merci à vous de vous être connectés depuis le Sénégal. C'est chouette de vous avoir parmi nous. On ne s'y attendait pas. Donc voilà, c'est formidable. Je vais redonner la parole une dernière fois à Natacha Zwinen, qui est donc aussi la présidente de ce jury pour ce prix spécial pour Bruxelles. Alors pourquoi est-ce que le jury a choisi le travail de thèse de Catalina comme lauréate de cette catégorie? Merci. Le jury tient aussi à féliciter Catalina Dobré pour la qualité de sa thèse. Il a en particulier apprécié l'enjeu de société majeure qui est adressé, et cette question de l'eau, qui est une ressource précieuse. À l'aune d'aujourd'hui, avec les changements climatiques et les catastrophes naturelles, et notamment les inondations qu'a connues la Wallonie, la thèse de Catalina Dobré prenait évidemment toute une ampleur ou une perspective autre qu'il y aurait eu quelques années. Alors, le jury a aussi apprécié la perspective originale en analysant comment des approches alternatives permettent de gérer les eaux de pluie et peuvent entraîner des changements dans le régime conventionnel, ce qui est lié à la démarche participative qui a été menée en allant vraiment à la rencontre des acteurs de terrain, comités de quartier, mais aussi des acteurs institutionnels. Et je pense que la présidente, la directrice de thèse l'a souligné. Voilà, on sent que c'est vraiment un projet qui est structurellement institutionnalisé, et c'est une force évidemment que le jury a mis en évidence. Et peut-être pour terminer, le jury a également apprécié le recul critique dont a fait preuve la lauréate, en ayant une analyse claire et honnête à la fois des propositions, mais aussi des échecs et des difficultés rencontrées, des écueils qu'il faut éviter, parce qu'évidemment, toutes les pratiques menées ne sont pas toujours des bonnes pratiques ou des pratiques vertueuses. C'est important de mettre en évidence les difficultés, et c'est ce qui a été fait dans cette thèse. Voilà, donc beaucoup de qualité, et une thèse qui s'inscrit clairement dans une démarche de développement durable.
Merci beaucoup. Merci à vous, Natacha Zwinen, pour toutes ces interventions ce matin. On va passer aux questions-réponses avec Catalina. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le fil de la discussion. Catalina, tu parlais de l'échelle citoyenne, de comité de quartier. En tant que citoyen, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider d'abord, peut-être à sa petite échelle individuelle, pour une meilleure gestion de ces eaux de pluie? Oui, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire à l'échelle individuelle au niveau de notre maison, mais ça dépend beaucoup de où on habite. Si on habite dans un appartement, si on habite en maison, si on est locataire ou si on est propriétaire. Donc, c'est ça qui ferait le défi un peu plus important. De la manière comment on peut collecter l'eau du pluie, si on a la place pour le faire, il y a des différents dispositifs. Si on peut d'abord collecter pour arroser juste nos plantes d'appartement, mais aussi notre jardin, on peut la collecter pour l'utiliser, le lier aux toilettes. Donc, d'essayer de penser, OK, et de comprendre aussi comment notre vie se passe et comment l'eau du pluie, on peut être vraiment une alternative à l'eau potable. Donc, il y a plein d'activités qu'on peut faire qu'il n'y a pas vraiment besoin de l'eau potable. Donc, ça, de vraiment penser, OK, c'est une ressource, donc il ne faut pas la jeter directement dans les égouts. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Et après, en deuxième temps, c'est aussi une question d'être en lien avec la collectivité, à la communauté où on habite. Parce qu'il faut comprendre que ce que nous, on fait dans notre maison, dans le jardin, a vraiment un impact vers les autres. Parce que même si chez nous, on n'a pas des inondations, le fait qu'on garde l'eau de pluie, ça veut dire que les personnes qui habitent dans la bas de la vallée, ils ne vont pas avoir non plus des inondations. Donc, c'est pas juste individuellement quelque chose qu'on peut faire, mais aussi d'être en contact et en lien avec les autres et comprendre que chaque action que nous, on fait, ils ont aussi un impact important vers les autres. Et il y a des choses à faire à l'échelle d'un quartier, par exemple, un quartier déjà bâti, parce qu'on entend quand même qu'il y a certains aménagements qui peuvent peut-être pas être faits aussi facilement. Effectivement, on peut mettre des fûts pour récolter de l'eau de pluie, mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le fait quand c'est possible, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'un quartier qui est déjà bâti pour justement utiliser à bon escient ces eaux de pluie? Donc, il faut penser comment est-ce qu'on peut désimperméabiliser le sol, de permettre que l'eau du pluie s'infiltre. Et ça va être en lien avec les espaces verts, bien sûr, mais aussi avec, par exemple, si on a des places de parking qu'on a vraiment besoin, on peut mettre des dalles infiltrantes qui permettent de garder la place de parking, mais aussi permettre de l'eau de pluie de s'infiltrer. Donc, trouver de ces manières des aménagements qui ont multiples fonctions, qui peut permettre, parce que vraiment l'espace, en plus à Bruxelles, on n'a pas beaucoup d'espace, donc il faut trouver comment on peut à la fois jouer avec l'eau de pluie et garder les activités qu'on met, comme par exemple cette taille infiltrante. Et bien sûr, penser aussi aux ronds-points. Les ronds-points sont un espace très peu utilisé qui peut vraiment être, maintenant ils sont un peu concrets comme ça, mais ils peuvent être vraiment récoltants. On peut récolter l'eau du pluie là et utiliser cet espace vert pour y infiltrer. Donc, trouver cet espace que moi, je les appelais marginalisés, le fait qu'ils sont un peu leftover, mais qui peuvent avoir vraiment joué à rôle dans cette gestion. Et chaque espace, même s'il est très petit, il peut jouer son rôle. Alors, on a quand même l'impression aujourd'hui que quand il y a des rénovations qui sont faites dans des communes, etc., il y a de plus en plus de nature qui est intégrée dans les rénovations des rues, etc. Est-ce que ça l'est suffisamment? Et est-ce qu'un travail comme le tien, justement, peut avoir des répercussions au niveau local? Et comment se faire entendre justement par toutes les communes? C'est une très bonne question. Et parce que chaque commune doit avoir sa place qui joue dans son territoire. Et il y a deux choses. Le travail que Bruxelles Environnement fait maintenant, c'est de plus en plus ciblé sur ça. Il y a des facilitateurs d'eau pour accompagner les communes, parce que c'est aussi une question de formation de personnel communal pour qui prend conscience de ça, qui prend conscience que chaque fois qu'on rénove une voirie, on peut prendre ça en compte, mais comment? C'est une question de savoir comment le faire, vraiment des questions techniques, comment le faire. Donc, il y a besoin d'appui et il y a aussi un besoin de sensibilisation. Les travaux que moi je fais dans la commune de Bergen-Saxaga, par exemple, où on avait tous les représentants des services communaux présents autour de la table pour penser à l'eau.
c'était quelque chose d'assez innovateur dans la commune, dans le sens de dire, OK, chaque service communal a un rôle à jouer. Ce n'est pas que les travaux publics qui doivent faire quelque chose, ce n'est pas que les espaces verts, mais en fait, tous les autres qui peuvent apporter cette idée de transversalité dans le département communal qu'il faut jouer. Et c'est pour ça que c'est difficile. Oui, mais ça avance. Bien sûr, ça avance. Il y a donc, depuis 2 ans, même depuis que ma thèse est finie, il y a des choses qui s'avancent, des communes qui mettent ça en place, qui commencent à discuter entre unes et les autres, les communes, une commune demande d'une autre commune comment ça se passe pour pouvoir apprendre un des autres. Oui, c'est ça. Et on a l'impression quand même depuis les grosses inondations qu'on a connues que c'est un petit peu présent dans l'esprit à tout niveau, même à Bruxelles, si on a été beaucoup moins impacté qu'en Wallonie. On a une question ici d'Alice qui nous dit, est-ce qu'il y a des évolutions dans les réglementations pour les nouvelles constructions, privées ou publiques, obligation de prévoir des systèmes de récolte, etc. Est-ce une bonne idée ou alors est-ce que c'est contre-productif et inefficace ? Je pense que c'est une très bonne idée d'intégrer dans la réglementation urbaine pour les nouvelles constructions, ça c'est impératif. Il y a déjà des éléments qui sont intégrés au niveau de Bruxelles dans le règlement d'urbanisme, par exemple. C'est obligatoire ? Oui, obligatoire pour les nouvelles constructions qui sont déjà mises en place. Par exemple, il faut mettre une sorte de bassin d'orage pour tamponner les eaux de pluie avant qu'ils entrent dans le système d'égouttage, mais il n'y a pas une obligativité de la connecter aux toilettes. Donc, il y a déjà des petites choses qui sont déjà dans le règlement. Il y aura dans la suite un nouveau règlement. Maintenant, il est en train d'être négocié au niveau des gouvernements qui aura plusieurs éléments contraignants au niveau des nouvelles constructions pour faciliter une gestion de l'eau de pluie plus sensible, en fait. Mais ça demande du temps. Ça demande aussi une sensibilisation des architectes. Pour savoir comment le faire. Ça c'est très, très important et c'est ça aussi, on essaie de le faire dans la faculté d'architecture avec les étudiants, de les sensibiliser le plus tôt possible sur ces questions-là pour être plus ouverts, parce que d'habitude, c'est pas nécessairement le cas. Et eux, ils sont vraiment un acteur clé dans l'aménagement du territoire. C'est sûr. Bon, après, on peut espérer que les jeunes générations y soient sensibles déjà par elles-mêmes. Alice toujours nous dit, est-ce que les résultats de la thèse ont pu être transférés dans d'autres communes ? C'est vrai que tu parlais de Berchem-Saint-Agathe, notamment les bonnes pratiques dont tu parlais, les réflexes de penser ensemble aux bonnes pratiques à tous les niveaux de la commune, par exemple. Oui, et c'est très intéressant parce que maintenant, dans le projet Bruxelles sensible à l'OBIS, on travaille avec 4 communes de la vallée de Molenbeek, donc Berchem-Saint-Agathe, Galsoren, Gett et Bruxelles-Ville, la partie de Laken. Et on a des rencontres assez souvent entre des représentants communaux pour voir, OK, il y a des choses qui peuvent se faire dans une commune et pas de l'autre parce que c'est très intéressant. Chaque commune a ses propres ressources, bien sûr, mais le fait qu'on est dans le même bassin versant, on doit penser ensemble. Les choses qui se passent à Berchem-Saint-Agathe, ils ont un impact à Laken, ils diminuent en fait les inondations à Laken. Donc, le fait qu'on est très liés ensemble, ça crée cet espace de rencontre. OK, qu'est-ce qu'on peut partager et comment? Et plus spécifiquement dans ce projet-ci, où on est vraiment... c'est un projet de collaboration, donc ça permet plus... ma thèse, c'était plutôt sur la recherche, mais maintenant qu'on est tous ensemble, on peut mieux développer ces idées-là et vraiment de les mettre en pratique. Parce que maintenant, on construit des jardins de pluie. On a commencé un cancer, donc d'avoir un impact sur le terrain. Super. Alors, on va prendre une dernière question. Qu'est-ce qui pourrait faciliter ce transfert des connaissances générées par ta thèse ? Il y a plusieurs choses. Un, je pense que cet intermédiaire qui, par exemple, le RA Awards fait que ces connaissances-là qui sont parfois en chambre deviennent ouvertes à un plus grand public et un public un peu intéressé. Je pense que ces initiatives-ci sont clés, en fait, pour toucher les personnes et que ça nous permet, nous aussi, de faire ce travail de traduction de nos connaissances, de nos résultats dans une manière un peu vulgarisée et de nous apprendre à nous aussi comment vulgariser nos idées. Bien sûr, le financement des projets collaboratifs et ce que Innovirus fait, c'est extraordinaire dans ce sens-là, qui permet que la recherche se croise avec la société civile, avec la pratique, avec les autorités publiques. Ça permet, ça crée, ça donne les ressources financières pour y faire.
Magnifique. On va terminer avec ce message de Benoît de Rennes qui dit « Merci Catalina pour cet apport critique, novateur et systémique. Vous êtes, vous, encore un bel exemple de ces nouvelles recherches et de chercheurs et chercheuses nécessaires et essentielles pour transformer notre société dans une perspective soutenable. Quel bonheur de vous soutenir tous et toutes les trois, Fanny, Philippe et Catalina, dans vos recherches. N'hésitez pas à nous faire savoir si et comment on peut continuer à vous appuyer. Bienvenue dans la grande famille des générations futures. Merci beaucoup, Catalina. Bravo à tous les trois qui êtes venus nous présenter votre thèse ce matin. Alors, vous le voyez dans le fil de la discussion, vous pouvez, si vous le voulez, consulter les 3 thèses sur le site de la Fondation pour les générations futures. Voilà, si vous voulez un petit peu approfondir vos connaissances. Merci aux promoteurs, promotrices, merci à la présidente des 2 jurys. Merci à vous évidemment d'avoir été là et à la formidable équipe de la Fondation pour les générations futures avec qui c'est toujours un bonheur de travailler. Je remercie encore nos partenaires évidemment, IBA qui soutient l'ensemble des ERA Awards et puis le Fonds Philippe Rottier pour les générations futures et Innoviris qui étaient nos partenaires spécifiques aujourd'hui. Merci à tous et on se donne rendez-vous évidemment mardi, c'est à 18h à l'UNAMUR pour célébrer tous les primés et les lauréats de ce magnifique CRU 2022. Merci d'avoir été des nôtres et bonne journée à tous.